Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Alors super, on est aujourd'hui avec Pierre-Henri Atéchoué et je suis très heureux de vous retrouver dans La Traversée. Alors, Pierre-Henri ou Athé, déjà, tu vois, on ne sait pas comment t'appeler, tu vois, c'est ça le truc. Alors Athé pour commencer. Et pilote, en même temps conférencier, en même temps auteur, et puis en même temps youtubeur depuis quelques temps. Quelle est la meilleure manière de te définir si on avait envie de te définir? Mais bon, je ne veux pas spécialement enfermer les gens dans un cercle, encore que toi, tu as été longtemps enfermé dans un cockpit. Donc tu es habitué à un espace petit. Vas-y, qu'est-ce que tu as envie de dire sur toi? Je pense que le terme que j'essaye de mettre en avant en ce moment, c'est passeur d'expérience. Ce que j'essaye de faire de manière globale, c'est ça. Influenceur, c'est une connotation plutôt très négative, et puis c'est pas forcément ce que j'essaye de faire. Je suis pas là pour essayer d'influencer les gens, mais plutôt pour passer de l'expérience, essayer de transférer, on va dire, une expérience acquise par une certaine génération dans l'aéronautique, dont j'ai la chance d'avoir fait partie, et essayer de la passer vers la future génération d'ingénieurs, qui vont être ceux qui vont coder des avions, des drones, dans lesquels on montera en famille, sans pilote à bord, et j'espère qu'ils auront bien écouté, et surtout bien profité de toutes les erreurs que ma génération et la génération de mon père et de mon grand-père ont pu faire avant nous, que ça soit pas perdu. Donc je pense que cette notion de passeur d'expérience, c'est ce que j'essaye de mettre en avant, et c'est un petit peu le why à l'heure actuelle. Ok, super. Et si il y avait une expérience justement que tu voudrais, qui toi t'aurait fait gagner beaucoup de temps, tu vois, on va revenir dans l'inverse. Tu me dis, bah j'aurais aimé que quelque part nos parents ou nos grands-parents ne fassent pas des erreurs. Bah en fait, c'est quoi les erreurs que tu aurais aimé qu'on t'explique pour que tu les fasses pas, par exemple? Moi, je pense que la plus grosse erreur que j'aurais bien aimé qu'on m'explique, c'est peut-être euh, m'expliquer plus tôt comment fonctionne, comment bien gérer une carrière. Je pense que ça, c'est une Ah, chose importante. Moi, j'ai été biberonné à la méritocratie. L'armée est une grande méritocratie, un gros ascenseur social. Euh, Fallait être a quiet professional, un professionnel hmm, discret. Et là, je cite les mots de l'amiral, un amiral américain qui nous a remis nos ailes de pilote. C'était en 2008. Il a dit, il faut être a quiet professional. Et je me suis rendu compte avec le temps, eh bien, que c'était pas forcément la meilleure des stratégies à adopter, et qu'il y avait pas mal de choses à redire là-dessus. Donc, je comprends le fond, mais je pense que si je devais passer justement ce conseil ou autre, je dirais pas quiet professional. Je comprends le fond, mais je pense que dans le monde actuel, c'est smart professional, ou professional qui a compris un petit peu le personal branding pour aller là où il veut. Je pense qu'il y a un petit changement dans le monde dans lequel on vit. c'est un changement de paradigme, c'est un changement de Ouais, quoi? je pense à un changement de paradigme, où je pense en fait que c'est un changement de bruit de fond. Qu'il y a de plus en Hmm, plus de bruit de fond, et qu'à partir de là, si tu es quiet professional, malheureusement, tu vas être un excellent professionnel dans ta niche, mais tes décideurs, tes chefs, ils vont même pas savoir que tu existes, parce qu'il y a tellement de personnes qui font du bruit pour rien qu'on ne saura pas que tu es là, et personne n'ira te chercher. Ou alors, tu auras beaucoup moins d'opportunités que si en plus, d'une certaine manière, tu sais te vendre ou te marketer. Donc je pense que le gros conseil, c'est ça, c'est savoir se vendre. En tout cas, moi, quand j'ai progressé dans l'armée et tout, c'était un gros mot. Et je pense que maintenant, c'est une nécessité dans le monde dans lequel on vit. ok, super. Et j'avais entendu aussi
une phrase dont tu m'as parlé tout à l'heure qui était de se réinventer en permanence. Donc ça va un peu dans cet esprit, c'est-à-dire que passer du gars quiet, ok, du gars calme et qui dit pas grand-chose, qui reste dans son coin et qui surtout écoute les ordres qu'on lui demande et agit en tant que tel. Et maintenant d'avoir un esprit plus ouvert et de regarder, mais pour regarder quoi, pour apprendre quoi, pour vivre quoi. Et justement, je pense qu'on est dans un monde qui est en évolution très rapide. Moi, j'aime bien parler du développement exponentiel de la technologie. Donc les lois de Moore, les lois de Kryder, le fait que la bande passante elle double. Hein. Là, on est en distanciel. Je pense qu'il y a 15 ans, c'eût été plus compliqué. En tout cas, on ne se serait pas vu avec la même qualité. On n'aurait pas eu la même qualité de son. Donc il y a ce développement exponentielle de la technologie, ce qui nous amène, nous, en tant qu'êtres humains, à devoir, d'une certaine manière, presque suivre un petit peu une certaine vitesse d'évolution. Et quand on ramène ça, moi, ce que j'ai connu, donc les cockpits, j'ai commencé l'aviation à 14 ans, sur des avions d'ancienne génération, il y avait très peu d'informations dans mon cockpit, il y avait très peu d'informations dans mon bureau, si on peut dire. Donc, d'un point de vue cognitif, c'était pas, voilà, enfin, c'était compliqué, mais ça restait humain. Quand on voit à quoi ressemble le cockpit d'un Rafale de nouvelle génération, avec les liaisons de données, avec les capacités des nouveaux radars, avec toutes ces choses-là, clairement, la personne qui s'installe dans le cockpit et qui pense qu'elle a la capacité intellectuelle, même de processeur au niveau de son cerveau, de tout gérer, je pense qu'elle va pas avoir une espérance de vie très longue dans le cockpit. Donc sa force, eh bien, je pense en permanence dans nos métiers à se réinventer. Le pilote de combat de 2021 n'est pas du tout le pilote de combat de 2015, n'est pas le pilote de combat des années 2000 et n'est absolument pas le pilote de combat des années 80. Ça c'est sûr. Et donc faut le comprendre. C'est un fait et il faut accepter que là où on pouvait peut-être avoir à se réinventer tous les 20 ou 30 ans, après c'est devenu tous les 10 ans, maintenant j'ai peur que ça soit tous les 2-3 ans. Ok. Quand tu as dit t'as peur, en fait, j'ai l'impression que aussi ça t'excite, donc c'est pas que de la Ah peur. oui, à l'heure actuelle, moi ça me plaît parce que je touche du bois, j'arrive plus ou moins à me réinventer, mais je me dis qu'il y a un moment, je vais peut-être arriver aux limites de mes capacités d'imagination, donc je pense que là c'est important de bien s'entourer et je pense qu'il a jamais été aussi important de travailler avec des profils différents en équipe. Hmm. Ok, tu peux me parler justement un peu de ton équipe, comment ça Ouais, fonctionne? donc moi à la base je viens du sport, donc je viens du sport individuel, je viens du triathlon et du duathlon, donc je travaillais pas beaucoup en équipe, hein, je faisais du triathlon de longue distance, donc on n'a pas le droit de rouler en peloton, on n'a pas le droit de profiter de l'aspiration des vélos des autres, donc on est même obligé de rester à une certaine distance les uns des autres, c'est vraiment un sport individuel où on se bat contre soi-même et la montre par excellence. Après d'ailleurs je suis entré dans l'armée, donc l'armée il y a une vraie dichotomie surtout dans l'aviation de combat, parce qu'il faut de l'excellence individuelle, mais au service de l'équipe. Donc il faut réussir à trouver quand est-ce qu'on travaille sur soi, quand est-ce qu'on travaille sur l'équipe. Et ça, c'est pas forcément évident, et tous les jours, ça va varier un petit peu. Donc faut réussir à bien jongler entre les deux. Et puis maintenant, je suis dans la conférence, la production audiovisuelle, toutes ces choses-là, les workshops. Et là, moi, j'ai fait le choix de m'entourer de personnes qui avaient des profils différents. Justement parce que d'un point de vue collectif, on en sort plus de valeur. J'ai vu un petit peu les limites, on va dire, de personnel ultra formé qui proviennent du même moule quand j'ai fait des préparations de missions militaires où voilà, si on a tous le même cursus, si on pense tous plus ou moins de la même manière, on se met tous autour de la table, on va tous avoir le même plan, plus ou moins. Et d'un point de vue militaire, même ça peut présenter certaines limites. Et je me suis rendu compte en travaillant avec des nations différentes, avec des personnes même du personnel féminin, comme on dit dans l'armée et tout, on se retrouvait à avoir plus d'idées, plus d'idéations. Alors je pense que ça a été pas mal intellectualisé ça dans l'entreprise, dans l'armée beaucoup moins. Et je me suis dit, ça c'est une bonne piste à suivre pour la création de contenu, même pour les idées en conférence ou autre. Et donc je me suis entouré de profils très différents. Donc j'ai une associée, elle qui vient à la base de TF1. Elle était à la strate de TF1. Des études de mathématiques. Moi, j'ai pas fait d'études de maths. Une spécialité de DAF, donc on va dire une femme avec un esprit très cartésien, mais en même temps derrière qui a travaillé en tant que principalement de RH dans une start-up. Donc connaissance des grands groupes, connaissance des start-up, connaissance un petit peu du monde civil et surtout une sensibilité que je n'ai pas
peut-être par autoprotection du fait de mon ancien métier. Et donc ça permet d'apporter des points de vue et des visions très différentes. Et puis on travaille également avec un petit jeune de 25 ans qui a fait militaire pendant un temps et qui lui est sur un peu plus l'état d'esprit de la nouvelle génération. Ce qui est assez marrant parce que quand il n'est pas d'accord, il le dit. C'est ça qui est bien. À son âge, j'aurais pas trop osé. Donc ça nous permet collectivement, quand on va brainstormer un sujet, quand on va brainstormer une idée, quand on va essayer de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il faut qu'on change, eh bien, on va avoir beaucoup plus d'idées que si j'étais entouré d'autres pilotes de combat qui avaient le même parcours que moi. Donc je pense que ça, c'est important de faire des équipes aussi couteau suisse que possible. Ouais, donc j'entends bien la diversité, parce que pour moi ça me paraît être essentiel aujourd'hui, Ouais. la diversité à la fois d'âge, de genre et de profils différents et d'expériences différentes, surtout quand on est dans un métier de réponse, c'est-à-dire qu'une partie de ton boulot c'est de donner des réponses. Alors pas dans le sens toute faite, mais dans le sens d'ouvrir, d'inspirer, de proposer des voies, d'oser penser autrement. Donc je pense que ça doit être intéressant pour toi. Et puis, dans ton activité qui est une activité de pilote, comment tu fais le lien entre ton ancien métier, je dirais, qu'est-ce que ton ancien métier te permet de mieux faire aujourd'hui? Tu vois, parce Ouais. que souvent, finalement, on a une ligne, mais on n'est pas toujours capable de voir en fait la ligne qu'on a Ouais, tout prise. à fait. En fait, je pense que le point le plus important, c'est la discipline. On aime bien dire dans l'aéronautique navale, donc il s'agit quand même de prendre un avion de 15 tonnes en fin de mission et de le poser sur un porte-avions qui se déplace de nuit à 80 km/h. On aime bien dire qu'un pilote discipliné vaut un pilote adroit, et cette notion de discipline est extrêmement importante. Et je pense que, justement, du fait un peu l'augmentation du niveau de bruit, de l'augmentation du niveau de sollicitation, principalement due à l'informatique, auquel on est, on fait face tous les jours. Cette discipline est de plus en plus importante, surtout dans les petites structures et surtout quand on est en travail à distance. Il n'y a rien de plus important que cette discipline et réussir à se fixer les objectifs, réussir à euh, quantifier son pourcentage d'accomplissement de la mission, si on peut réussir à débriefer, se dire tiens, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait que 70% de ce que je devais faire, pourquoi je suis pas si, pourquoi on n'a pas fait ça, pourquoi on n'a pas eu cet appel d'offres, c'est ce qui te permet justement de te réinventer. Donc je pense que la chose la plus importante, c'est cette capacité d'autodiscipline, le fait de croire en la méthode, de savoir que la méthode, même si elle ne te permet pas de gagner à chaque fois, elle est quand même là pour t'aider au quotidien. Et je pense que c'est voilà la valeur, là, enfin le trait de caractère le plus important pour un pilote de combat et pour un pilote de ligne, c'est cette discipline. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, ou même dans le monde moderne, c'est quelque chose qui n'est pas assez glorifié, si je puis dire, qui n'est pas assez Mm. mis en avant et qui est de plus en plus important et qui fera de plus en plus la différence entre les gens qui se font happer par le flux d'informations qui nous est envoyé par le téléphone et les autres. Ok, super. Donc, ton conseil, enfin, si je donnais un conseil, c'est un grand mot, hein, parce que ton boulot, c'est pas de donner du conseil, même si des fois on en donne, mais ce serait un peu de se dire, hey, si on était plus discipliné, si pour arriver à faire quelque chose vraiment, il fallait pas se discipliner, Oui, quoi. je pense qu'il y a de ça, mais c'est surtout, je pense, l'importance de comprendre que on est de plus en plus saturé d'informations et qu'il va Mhm. falloir d'une manière ou d'une autre reprendre le contrôle sur le flux d'informations qui nous arrive dans le cerveau, que la discipline ça aide, que la prise de recul ça aide, que se demander qu'est-ce qui m'intéresse dans les prochaines 10 minutes, dans le prochain quart d'heure, ça aide. Donc, in fine, s'il y a une chose voilà, que l'aviation peut apprendre, je pense, à tes auditeurs, à tout le monde, c'est on a une expression très simple. On dit en tant que pilote, on est soit devant l'avion, donc intellectuellement en avance sur l'avion, sur ce qui se passe. Donc on est proactif. Par exemple, on doit traverser une zone où il y a des orages. Si je suis devant l'avion, je vais voir les cellules orageuses à 100-150 km et je vais faire une petite altération de cap, juste de 2-3 degrés, personne ne s'en rendra compte et on va contourner l'orage. Soit je suis dans l'avion, je regarde mes instruments et je me fais un peu surprendre par l'orage, du coup je fais une grosse variation de cap et là maintenant on doit faire 60 degrés de variation de cap, tout le monde est au courant, on se fait secouer. Soit je suis derrière l'avion et là je subis complètement tout ce qui se passe et on se retrouve à traverser l'orage et on a des gros dommages derrière. Donc c'est un petit peu ça et plus ça va, plus notre quotidien fait qu'on a tendance à être dans l'avion, sinon derrière l'avion et je pense que c'est vraiment ça qui est très important, c'est réussir à Mhm. reprendre le contrôle là-dessus.
J'aime bien cette expression être derrière l'avion. Ouais, Ça- je vois bien ce que tu veux dire. Je vois bien. Non seulement je suis dans les réacteurs, j'en prends plein la gueule, C'est mais en ça. plus je m'en prends plein la gueule parce qu'il arrive devant. Ok, super. Je voulais, si tu, si on revient aussi sur ton métier de conférencier aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter vraiment aux gens? Qu'est-ce que tu penses que enfin, c'est quoi, de ton point de vue, leur manque? Alors il y a différents points, après ça dépend sous quel angle on vient, et ça dépend forcément de chaque équipe, mais les deux gros points, moi que j'aime bien apporter, c'est déjà ce point, leur rappeler qu'ils sont volontaires. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont pas volontaires ou qui sont forcés d'aller au travail tous les jours. Ouais, ouais. Je les fais remettre ça un petit peu en perspective avec des militaires qui ont été obligés de se battre parce qu'à une certaine époque, c'était pas qu'une armée de métier, hein, c'était les gens, on leur demandait pas forcément leur avis pour aller dans les tranchées ou pour aller faire certaines guerres. Donc cette notion un peu de ce qu'on appelle en anglais l'ownership, cette prise de responsabilité, Mm, le mm, fait qu'en fait ils ont plus de pouvoir, même si c'est un grand groupe, que ce qu'ils pensent, et qu'on est souvent son propre facteur limitant. Donc il y a cette notion qui est que tous les matins ils se réveillent en tant que commandant de bord de leur propre aéronef, que leur monoplace, eux, à 100 millions d'euros, leur Rafale, c'est leur corps, et que ce qu'ils vont en faire pendant la journée, en fait, ça dépend quasiment que d'eux et de leur état d'esprit. Donc ça c'est une grosse partie. Après, il y a une deuxième partie que j'essaie de pousser beaucoup en France, qui est l'art du followership. On parle énormément de leadership mm. en France, on parle pas du tout du follower, de l'art d'être un bon équipier. Ce qui est très important dans l'aviation de chasse, quand on prend une patrouille de 2 ou 4 avions, le leader, donc souvent il est devant, pas toujours, mais souvent il est devant, et il est accompagné par ses équipiers. Et la responsabilité d'anti-abordage, donc la responsabilité de ne pas se percuter les uns envers les uns dans les autres, eh bien Mm. ça n'incombe pas au leader, ça incombe aux équipiers. Aussi. Et donc Oui. souvent je leur dis aux gens, imaginez si là vous vous apprêtez à partir en vol avec vos N-1, N-2, et qu'en fait, statistiquement, vos plus grandes chances de mourir eh bien, viennent vos N-1 ou vos N-2 qui vous rentrent dedans. Et donc, c'est à vous de bien les former, c'est à vous de vous assurer qu'ils ont bien compris leurs responsabilités, mais c'est également à vous d'être une plateforme, comme on aime bien dire, une plateforme stable, une référence qui soit facile à suivre. Parce qu'un leader qui arrête pas de zigzaguer ou mettre des grands coups de manche qui bougent dans tous les sens, c'est extrêmement dur à suivre et ça empêche ses équipiers de créer de la valeur dans leur cockpit. Donc il y a cette notion de followership, rôle du leader pour favoriser ce followership et rôle des équipiers pour comprendre justement leurs responsabilités en tant qu'équipier. L'importance, eh bien, pour eux aussi de s'adapter à leur leader. Et au final, c'est pas que descendant d'empathie, hein, le leader vers les followers, ça doit marcher dans les deux sens. Et rappeler aux gens qu'en tant qu'équipier, en tant que suiveur, ils ont du travail. Et dans une patrouille de chasse, c'est même eux qui ont le plus de travail d'un point de vue instantané. Donc c'est les deux grosses thématiques que je pousse en ce moment. Ça me paraît. J'aimerais que tu ailles un peu plus loin, si tu veux bien, sur ce sujet. Est-ce que tu as un exemple? Moi, j'aime bien passer souvent par un exemple, une anecdote, parce que souvent, ça permet de Ouais. mémoriser, tu vois. Là, il y a un concept, ok, génial, followership. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est évident ce que tu viens de dire, sauf que dans la réalité, enfin, je pense que toi et moi, on voit bien que ça l'est pas. Exactement. L'exemple tout bête, c'est par exemple, alors imagine on est avec une petite équipe, on est trois, on est dans une voiture et on part de Paris et on descend à Marseille. C'est le mois d'août. Mhm. Ma voiture, elle a des vitres teintées, en fait, elles sont peintes de l'intérieur. Je suis le seul, c'est moi qui conduis. Je suis le seul à pouvoir voir dehors. D'accord? Donc il n'y a que moi qui vois ce qui se passe sur la route. Euh, Là, ce qui se passe, ce que je te décris, c'est, on va dire, un exemple très typique dans le monde de l'entreprise, un petit groupe, ils sont 6. Il y en a un qui conduit, il est plus ou moins responsable. L'objectif sur l'autoroute, c'est de rouler en sixième, sauf si c'est une voiture électrique. Mais du coup, il a le meilleur rapport vitesse, bruit dans l'habitacle, consommation, ça roule vite. Et généralement, on a une charge de travail qui est très faible hein, sur l'autoroute. Ça se trouve, il est au cruise, tout va bien. Donc pendant qu'on conduit, est-ce qu'on peut échanger de manière efficace les uns avec les autres? Je pense que voilà, il Bien n'y a sûr. aucun souci. Sauf que, malheureusement, eh bien, et c'est pas de mon fait, pour descendre à Marseille, on va avoir des péages sur l'autoroute. Et ces péages, moi en tant que conducteur, je n'y peux absolument rien. Donc on est en train de conduire, tout va bien. Et là, d'un coup, j'ai un panneau péage dans 1 kilomètre.
Alors, ils me disent pas péage dans 5 km, ils me disent péage dans 1 km. Ce qui a tendance à faire augmenter la charge de travail des conducteurs, et je pense que vous avez tous remarqué, tout le monde fait généralement la queue au même endroit sur un péage. Si tu regardes la répartition sur les lignes d'un péage dès qu'il y a un peu de circulation, tout le monde fait la queue au même endroit. Pourquoi? Parce que les gens se font un petit peu surprendre dans leur hypovigilance de croisière, ils se disent ouh là, où est-ce qu'il faut aller? Ils font la queue, ils s'embêtent pas, ça les rassure. Donc là, nous, on se retrouve là. Moi, je me retrouve avec mon péage. J'avais une conversation assez poussée avec les personnes dans la voiture. Eux ne savent pas qu'il y a un péage. Et là, maintenant, je me rends compte que j'ai pas ma carte de crédit. Il faut que j'aille tout à droite pour utiliser les pièces. Et donc maintenant, c'est le mois d'août. Il y a beaucoup de voitures. J'étais à gauche, il faut que j'aille à droite. Ma charge de travail instantanée, elle est très élevée. Je suis en train d'essayer de me faufiler vers la droite sans percuter personne. À ton avis, est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir le même niveau d'interaction avec les autres personnes dans la voiture? Bien évidemment Bien que non. évidemment que non. Et si tu es face à des gens qui justement ne sont pas sensibilisés sur l'importance également pour eux, eh bien, de faire preuve d'empathie vis-à-vis de la bande passante en fait du leader, ils vont commencer à pas trouver normal que je ne leur réponde plus de la même manière, voire que je ne leur réponde pas tout court, et ça va commencer à les énerver. Et donc là, je suis pas arrivé à la barre de péage que déjà ils se disent mais qu'est-ce qu'il a hâté à pas me répondre aujourd'hui, et il me gonfle. Maintenant, il va falloir que je raccélère après être sorti du péage. Et maintenant, ça y est, c'est bon. Je suis à 130 sur l'autoroute. Je peux me retourner vers mon équipe. Et là, je me rends compte qu'ils me font tous la tête et ils me parlent plus. Et ma crédibilité professionnelle s'est effondrée. La qualité de vie au travail s'est effondrée aussi. Bref, l'équipe est un peu détruite. Et là, la faute à qui? Et c'est ça qui est intéressant. C'est la faute à qui? Et Bah, en France, on va dire au c'est péage. ça, voilà, exactement. La faute au péage. Sauf que je pense que dans tout travail d'équipe, voilà, des péages, on s'en prend tous toute la journée. Et donc là, avec ce concept d'ownership, c'est la faute aux deux. C'est-à-dire que la faute au conducteur, la faute à moi, parce que je dois savoir comment je réagis. Je dois avoir conscience que face à une augmentation de ma charge de travail, la première chose qui va être impactée, c'est ma capacité à communiquer. Toujours. Et ça, nous, c'est ce qu'on fait en entreprise. On met les gens dans des simulateurs de vol, justement pour les saturer, qu'ils se rendent compte que la première chose impactée quand tu as une augmentation de ta charge de travail, c'est ta capacité à communiquer. Du coup, une fois que tu en as conscience, dès que tu vois que un péage arrive, tout de suite, tu briefes ton équipe, tu dis là, j'ai un péage, je vais devoir passer en mode autocratique, je vais pas pouvoir échanger avec vous comme d'habitude, je vous reviens dans 10 minutes, ou je vous reviens dans 3 minutes, ou sortez-moi des pièces et je vous reviens dans 5 minutes. Là maintenant ils sont au courant, ils continuent la conversation sans moi, même si j'ai le temps, je leur dis bah continuez la conversation, faites-moi un petit update dans 5 minutes et fin de l'affaire. Si moi j'ai pas eu le temps de le faire, et mon équipe elle a la conscience, elle comprend mes limites en tant qu'être humain, elle l'accepte, soit maintenant j'ai pas eu le temps de le faire, eux une fois qu'ils m'ont challengé, comme on dit en Amérique du Nord, qu'ils ont essayé de me parler une fois, deux fois, qu'ils voient que ça répond pas comme d'habitude, plutôt que se dire que c'est parce que j'ai pris la grosse tête parce que j'ai été nommé conducteur il n'y a pas longtemps, ils vont se dire ah mais quelle est sa bande passante, peut-être qu'il se prend un péage, peut-être que sa capacité à communiquer s'est effondrée, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Ah bah si c'est un péage, peut-être qu'on peut lui sortir des pièces. Et ils vont me tendre des pièces. Et ce qui se fait qu'in fine, on va être plus efficace en équipe. Donc ça en fait ça paraît mais évident, de chez évident, et tu vois que dans 98% des équipes, ça n'a pas lieu, et que dans 80% des entreprises où nous on intervient, soit face à des soucis généralement de performance, productivité, qualité de vie au travail, ça vient souvent d'une mauvaise compréhension de comment on fonctionne en tant qu'être humain, principalement lié à cette saturation en charge de travail, cette saturation cognitive. Et le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que du fait de cette augmentation des capacités informatiques, eh bien, on est de plus en plus saturé en fait par ces informations. On est de plus en plus mis face à des péages, de plus en plus happé par de la charge de travail. Notre capacité à communiquer a fait que s'effondrer au fur et à mesure. Ouais, je trouve ça intéressant de rappeler, surtout que, comme tu le dis, là, en ce moment, on a une charge de travail, ou bien on a un stress, ou bien il y a des peurs. Les situations que nous vivons tous en ce moment font que l'augmentation de la peur, l'augmentation du stress interviennent, et en conséquence, ça vient mettre en difficulté, je trouve, la communication, mettre en difficulté les principes d'empathie, tout simplement, que je sois naturellement empathique, ou en tout cas que techniquement je sais être empathique, ou je sais développer mon empathie, fait que je trouve qu'effectivement il semble qu'on soit tous avec une faible bande passante en ce moment.
Oui, malheureusement, j'ai peur que ça aille pas forcément en s'améliorant, mais c'est vrai que le distanciel aide pas du tout, le téléphone non plus. Mais on a tous tendance à croire qu'on est plus puissant en tant qu'être humain que ce qu'on est vraiment. Et s'il y a bien une chose que j'ai retenue de ma formation de pilote de chasse aux États-Unis, que j'ai été formé par l'US Navy, j'ai fait 2 ans et demi là-bas, une sorte d'Erasmus militaire, c'est que le premier jour, quand on commence les cours au sol avec les Américains, ils vous disent ok les gars, c'est bien, vous avez été sélectionnés, vous êtes bon en sport, physiquement, vous n'êtes pas trop bête, tout ça, mais vous êtes humain. Et il faut accepter son humanité, hein, vraiment à l'opposé du côté divinité, de manière à mettre en place des process pour compenser, je n'ai pas envie de dire nos faiblesses, mais nos limitations en tant qu'être humain. Et Ouais. il y a trop malheureusement de personnes qui n'en ont pas conscience ou qui se mentent à elles-mêmes ou qui ne sont pas posé la question et qui du coup n'ont pas intellectualisé l'impact que peut avoir toutes ces choses-là sur leur performance, leur capacité, sur leur manière d'être en fait, tout simplement. Et tu aurais des exercices? Tu aurais des moyens pour leur faire comprendre? Ah bah pour les faire comprendre, il n'y a rien de mieux que de les faire saturer, hein. Donc nous c'est ce qu'on Ouais. fait, on met les gens dans des simulateurs de vol, on les met dans des situations où faut passer de l'information et ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent absolument pas. Et ça prend à peu près 6 minutes à démontrer, c'est très simple, c'est très efficace. Ce qu'on appelle la pédagogie par l'échec. Et après derrière, on leur dit, bah il y a des méthodes, voilà ce qu'il faut faire. Et ça passe par la prise de recul notamment et la connaissance de soi. Quand tu es rentré dans l'armée, c'est pareil. On fait quoi dans l'armée? Généralement, au début, on va chercher les limites de chaque individu pour qu'il ait conscience de ses limites. Et c'est, je pense, la grosse force de l'armée par rapport à une formation purement civile, c'est qu'on a je vais y arriver, institutionnalisé Institutionnalisé. le fait Ouais. d'amener les gens, cadre pour les unités un peu d'élite, à leur point de rupture de manière à ce qu'on Mhm. connaisse son point de rupture et qu'après derrière on sache le détecter et on sache s'en prémunir et on sache lever la main s'il faut ou mieux gérer son intensité. Et, et je pense que l'être humain il fonctionne très bien quand il s'auto-déçoit. Enfin, moi j'aime bien dire que le recours à la simulation de vol, tout ça c'est pour créer un ancrage émotionnel. On sait que la mémoire elle marche bien avec l'émotion et donc une personne qui un jour se déçoit, elle s'en rappellera beaucoup plus que quelqu'un qui passe son temps un peu dans sa zone de confort. Donc, je pense que le mieux, Mhm. c'est de se mettre soi-même en situation vraiment en dehors de sa zone de confort, complètement saturé, se rendre compte bah, qu'on est humain comme tout le monde, et à partir de là, se dire, même si dans mon quotidien j'ai l'impression de maîtriser ce qui se passe, peut-être que par moment, voilà, je suis pas à 100% comme je pense, et ça amène les gens à réfléchir leur manière d'échanger avec les autres, principalement en termes de communication, hein. Nous, ce qu'on pousse, c'est le collationnement ou le back brief. Donc c'est je t'envoie de Mhm. l'information, tu me renvoies de l'information avec un champ lexical différent. Donc je t'envoie de la data, tu me renvoies cette data, mais en ayant transformé un petit peu. Comme ça, au niveau de ton cerveau, tu retiens mieux. Et en changeant le champ lexical, eh bien, ça évite les doutes. Parce que si je te dis, je loue mon appartement, est-ce que Hervé, tu sais me dire si je suis locataire ou propriétaire? Non. Donc on pourrait échanger pendant 5 minutes sur la location de mon appartement et on saurait pas si. Toi tu pourrais penser que je suis proprio et moi je pourrais. Moi en fait ça se trouve je suis locataire. Donc c'est plein de petites choses comme ça des méthodes qu'on a apprises dans le sang hein, malheureusement, dans les accidents dans l'aérien, qui au final après trouvent leur Mhm. place dans le monde de l'entreprise pour, euh, pour faire gagner du temps, de l'énergie, de la qualité de vie de travail, down the road comme on dit, un peu avec Bien. l'expérience. Super. Alors j'entends bien que on peut faire des simulateurs de vol. Moi je me rappelle, j'ai fait quelques expériences avec des hélicoptères dans le Ouais, passé. Et donc, parce que c'est un truc qui vole pas. Si tu lâches le c'est manche, moche. Ah ouais. voilà, ça vole, voilà, ça tombe. Donc, quand tu commences à avoir les mains, les pieds, il y a à un moment donné trop d'instructions dans les premiers instants, et puis après, petit à petit, tu trouves ton équilibre là-dedans. Mais je me rappelle toujours que cet esprit de saturation, je me rappelle, j'avais l'impression que physiquement, j'avais rien fait, mais je sortais, j'étais en nage. Donc, voilà. Et après, j'ai vu comment je pouvais me calmer, préparation mentale, tout ça, fait que c'était beaucoup plus simple comme exercice. Mais je me rappelle très bien de ce que tu veux dire. Mais je pense que tout le monde n'a pas la chance, je ne sais pas si c'est la chance en tout cas, ouais, si, je pense que c'en est une, de tester ce que c'est qu'un simulateur, de tester ce que c'est qu'un hélico, tu vois, donc comment, comment on peut les. J'aime bien cette idée de s'auto-décevoir.
Je trouve que ça nous rappelle à notre humilité. Tu vois, tu aurais un truc là-dessus parce que je pense que c'est un sujet qu'on n'évoque pas souvent, parce qu'on va être sur le versant, tu sais, positif, plutôt que sur le versant de la honte. Tu vois? Ouais, alors quelque chose de très simple, hein, enfin, dans la chasse embarquée, la gestion du temps est extrêmement importante, hein. Moi, je viens de dire qu'il maîtrise le temps, maîtrise son environnement. Un exercice très simple, c'est que n'importe qui peut faire. C'est par exemple sur une réunion, sur une date, sur un travail, sur un brainstorm, vous vous fixez un objectif précis de timing et vous regardez si vous arrivez à le tenir. Mhm. Il y a 9 chances sur 10 que vous n'y arrivez pas. Euh, Mais ça, moi, je suis à Ouais, l'avance, je le sais. c'est ça. Donc, en fait, il y a les gens qui se font très attention à la gestion du temps et il y a les autres. Le fait d'être très attentif à la gestion de temps, c'est pas de savoir en permanence où on est par rapport aux échéances. Ça permet de faire évoluer son style d'interaction, même de leadership avec ses équipes. Moi, j'aime bien commencer par du laisser-faire, après passer dans du démocratique, après finir en autocratique Mhm. si la solution n'a pas été trouvée proche de l'échéance. Et ça vous permet en fait en permanence d'adapter votre communication avec les autres, mais en toute intelligence. Et si vous êtes follower, de savoir comment vous devez adapter également votre communication vis-à-vis de la bande passante qui reste avant l'échéance. Là où je veux en venir, c'est que quelqu'un qui fait une visioconférence, qui fait un projet comme ça, eh bien que à l'avance ou le matin, ils disent tiens, ma gestion du temps dans la journée va être X, Y, Z, et après derrière, qui compare avec ce qu'il a vraiment réussi à faire. Et dans 80, voilà, dans 90% des fois, les gens n'arrivent pas à respecter les horaires. Et alors c'est après une maladie un peu française, mais du coup, si vous n'arrivez pas à respecter vos horaires, c'est-à-dire que vous ne savez pas en permanence où vous êtes par rapport aux échéances, c'est-à-dire que quand on travaille en équipe, cette performance à très haut niveau qui est de moi je m'adapte en permanence aux autres parce que je connais la date butoir, eh bien vous la laissez un peu de côté parce que vous n'êtes pas le phare breton dans l'horizon, le pilier de stabilité qui est extrêmement important à ce qu'une équipe fonctionne bien ensemble. Donc je pense que se fixer des objectifs de temps et regarder comment on performe versus comment on pensait qu'on allait performer, c'est une bonne méthode, c'est un bon test pour se rendre compte de comment on peut se faire attirer dans la saturation sur certaines tâches. Alors, c'est pas un truc que je fais, ça, se fixer des objectifs de temps, même si dans l'absolu, il y a toujours. Je fixe plutôt un cadre, et donc qui peut inclure le temps, mais c'est pas que ça en général pour moi. Et je m'aperçois qu'effectivement, comme beaucoup de gens, j'imagine que j'ai du mal à tenir ce que j'ai prévu dans ma journée. J'ai tendance à vouloir en mettre un peu trop. Donc je fais partie de ceux qui remplissent leur agenda. Voilà. Alors j'ai appris à mettre des pauses dans mon agenda, à mettre tu vois, à mettre des moments plus calmes. Donc justement, toi, tu gères comment, toi? Ta capacité à de prise de Ouais, recul, ce que mais en tu dis fait, tout moi à l'heure, c'est de... j'intellectualise la veille. Alors, ben, il n'y aura pas l'image, mais je fais pas une journée sans avoir fait ma timeline du jour. Donc, fonction de ma charge de travail, je vais descendre jusqu'à des créneaux d'un quart d'heure minimum. Si tu regardes ce que font Mhm. certains patrons nord-américains, Bill Gates, je crois qu'il descend à 5 minutes de créneau. Moi, j'en suis pas là. Donc, moi, Mhm. je travaille à 15 minutes, mais je vais réfléchir exactement à qu'est-ce que je fais à quel moment. Et en permanence, ça va me permettre de voir dans ma journée la tendance, si une tendance se dégage. Parce que si tu commences à prendre du retard par rapport à des échéances, et ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde, surtout à un call, un machin, un truc, tu prends du retard, eh bien si tu t'étais fixé ta prochaine échéance, on va dire que tu avais une tâche de 10 à 11, tu avais ta prochaine échéance à 11-15, tu vas pouvoir t'en rendre compte et corriger de suite, et débriefer de suite, et essayer de réinjecter tes problématiques du matin plus tard dans la journée. Alors que si tu attends la fin de la semaine pour gérer tes échéances, bah tu laisses en fait une énorme capacité de réadaptation sur la table. Donc je pense que le fait de fonctionner avec des petites échéances, ça te permet en permanence de savoir où tu es par rapport à ce que tu cherches à être et d'adapter le tir. Ce qui te permet dans un monde justement un peu en croissance exponentielle de suivre la pente. Nous, c'est ce qu'on fait un peu dans l'aviation de chasse. On est en permanence en train de tout découper en une multitude de petites étapes. Et la grosse spécificité, c'est entre chaque étape, on regarde ce qu'on vient de faire, on se dit si c'était à faire, qu'est-ce que je ferais différemment, et on se dit c'est quoi ma prochaine mission et c'est quoi l'objectif final. Et des fois dans la journée, l'objectif final il change, mais on est en permanence en train de se prendre ce recul. Qu'est-ce que je ferais différemment? Qu'est-ce que je vais devoir changer sur la journée? Et on se réadapte, on se réadapte, on se réadapte. C'est juste je pense, une habitude mentale, mais qui ne fonctionne que si elle est liée à cette gestion du temps, à cette
connaissance en permanence de où on est par rapport à nos échéances, où on devrait être. En fait, le temps, c'est la seule chose qui change jamais, hein. Que tu aies à Mach 1.5, à 10 km/h quand tu marches, à 15 km/h quand tu cours, ou à 30 sur un vélo, le temps, une seconde, ça reste une seconde. Alors, sauf si tu accélères à certaines vitesses et la relativité du temps, toutes ces choses-là, on va pas rentrer là-dedans, on va faire simple. Je te cache pas que je me suis posé la question, avec 2500 heures de vol, quelle distorsion du temps est-ce que mon corps a subi? Et c'est pas très élevé, mais c'est quand même factuel. Mais on n'en est pas là. Donc une seconde reste plus ou moins une seconde. Et à partir de là, je pense que c'est très important de bien maîtriser ce temps-là pour plus facilement prendre du recul pendant la journée. Et ça revient avec ton idée de comment bien gérer une carrière. Oui, aussi. Oui, c'est vrai. Aussi, je pense, parce qu'il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour tout. Je pense que c'est important. Et quand tu vois que tu fais le quiet professional et que tu as pas ce que tu veux. Alors, je vais pas me plaindre de ma carrière militaire, hein. J'ai fait de la démonstration aérienne en Rafale. J'ai fait chef instructeur sur Rafale. Mais moi, ce que je voulais, c'était aller faire monite aux US. Et j'ai jamais. Au début, on m'a dit t'es trop jeune. Et puis l'année d'après, on m'a dit maintenant t'as trop de qualifs sur Rafale. T'es trop vieux, t'iras jamais. Et donc, je me dis vous êtes sérieux là? Et j'ai envie de dire, ma seule frustration par rapport à ma carrière militaire, c'est de ne pas avoir réussi à avoir les affectations que je voulais. J'ai eu une super carrière, mais c'est pas ce que je voulais. En termes de choix personnel, je voulais aller aux États-Unis parce que je voulais que mes enfants apprennent l'anglais et tout. Et j'ai pas eu tout eu ce que je voulais. Donc j'ai eu mieux, si on peut dire, sur le papier, mais c'est pas ce que je voulais. Je me suis retrouvé officier de liaison avec les industriels. C'est comme ça que j'ai commencé la conf, mais j'avais même jamais pensé à faire ce job. Et, comme quoi, mais au final, ça vient de quoi? Ça vient du fait que j'ai pas su faire évoluer ma méthode d'interaction avec ma RH. Je suis resté sur le même format qui est quite professional et mon travail, je me donne à fond et ça finira par payer. Dans un monde où ça a évolué, qu'est-ce qui évoluait? C'était le format de l'armée. Entre le moment où je suis rentré et le moment où je suis sorti, on a quasiment une diminution par deux du volume, du nombre de pilotes. Donc du coup, avec moins de pilotes, des équipes plus petites, ça fait moins de brassage, enfin moins de possibilités d'affectation. Ça a complètement changé la manière dont le personnel était géré. Et en restant sur ce mindset de quiet professional qui fonctionne très bien sur des armées où il y a beaucoup de place, où c'est très grand, ne fonctionne pas du tout en fait sur une toute petite équipe. Eh bien, j'aurais dû le faire évoluer complètement, mais c'est comme ça qu'on apprend, hein. Donc, l'ancrage émotionnel a été présent et c'est ce qui m'a poussé après derrière aussi à réfléchir à si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais différemment. Tu vois, tu as dit ancrage Oui, émotionnel, c'est tout à ça? fait. Ouais. Et moi j'ai entendu rage Ah, c'est émotionnelle. marrant. Non, Je me non, suis dit, non, ah oui. rage, c'est pas un Je me terme. suis dit, C'est un indicatif radio, non mais rage. Rage tutu, c'est les Américains, ils ont cet indicatif à la radio des fois au combat. J'ai toujours trouvé ça un peu ouais. spécial, mais non, non, ouais, c'est Ça veut dire quoi? ancrage. Rage tutu, vas-y. Ça veut dire quoi? Rage Rage, c'est un tutu? indicatif radio. On a toujours, il y a des indicatifs sur les théâtres d'opération. Moi, par exemple, j'étais Keystone, Oui. mais les Américains, ils ont une patrouille où c'est rage. Quand tu entends rage à la radio, tu fais oula. C'est c'est- c'est pas mal. Mon indicatif préféré, c'était Bone. C'est les B-1B, Bonne. très gros avions de bombardement américains. Donc le Ouais. Bone, enfin, je te passe les jeux de mots, mais c'est un indicatif qui faisait peur à la fréquence, celui-là. Ça crée un C'est ancrage ça. émotionnel aussi quand tu l'entends en fréquence. Tu sais qu'il y a du matériel. Il y Il a y a du du lourd, lourd, ouais. ouais. Sur ouais, les deux sujets que je voulais avec lesquels on peut conclure, c'est donc il y avait la notion de transmission que tu aurais aimé qu'il se fasse plus tôt et qui n'a pas pu se faire, à la fois sur quelque chose comme des informations essentielles, certaines que tu as pu apprendre comme la discipline, j'ai bien entendu, d'autres comme Quite Professional qui aurait pu être un peu plus ouvert, un peu plus éclaté, et en tout cas plus évolué, en tout cas avec son temps. Et j'entends qu'il y a toujours cette idée qui est à voir avec le temps, la maîtrise du temps, mais aussi être avec son temps, être présent à ce qui se produit, et donc cette notion d'évolution permanente dont tu m'as parlé tout au début aussi, puisque tu te définissais aussi comme un passeur d'expérience. Donc toi, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette notion à la fois de transmission, discipline, de temps? Moi, je pense qu'en fait tout va ensemble. Je pense qu'en fait tout va ensemble et que dans le monde dans lequel on vit, il faut au moins avoir un peu conscience de tout ça, avoir conscience que le temps est une excellente référence, qu'il évolue
en fait, à cause du développement technologique, que les méthodes qu'on utilisait hier ne sont pas forcément les méthodes qui nous permettront de réussir demain, qu'il nécessite donc cette remise en question permanente, que cette remise en question permanente, elle ne fonctionne que si on arrive à prendre du recul, que prendre du recul, en tout cas moi de ce que j'ai testé avec mes avions de chasse et même dans l'entrepreneuriat, on n'y arrive vraiment que si on maîtrise bien le temps, parce que sinon c'est une perpétuelle fuite en avant et c'est de pire en pire, il y a toujours quelque chose à faire. Il faut réussir à bien gérer son temps pour forcer un peu ces prises de recul. Et qu'au final, il n'y a rien de plus beau que de transmettre de l'expérience, je pense. Je pense également qu'on vit pas assez longtemps pour faire toutes les erreurs soi-même. Ça, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans l'aérien, qu'il est important de profiter de celles des autres. Que moi, voilà, j'ai eu une carrière d'opérationnel, j'ai fait la guerre après le Bataclan, j'ai fait du sport de haut niveau dans l'aviation et autres. Et je pense qu'on a une responsabilité également dans un monde qui est de plus en plus saturé par une multitude de bruits, qui n'a pas forcément beaucoup de fond. Eh bien, d'essayer de s'assurer que la génération d'après sera plus efficace que nous et de les aider à mieux évoluer dans ce monde technologique en s'assurant que l'humain reste important. Et pour ça, il faut réussir à les impacter. Et on arrivera à les impacter en créant justement quelque chose d'émotionnel en eux. Et donc, ça nous amène à devoir réfléchir à notre manière de passer l'expérience. C'est pour ça que moi, j'utilise la simulation de vol, enfin des images, des formats YouTube. Il faut s'adapter un petit peu à la cible qu'on veut toucher, à la manière dont nos cerveaux évoluent aussi. Et le type de contenu que je crée aujourd'hui pour essayer de marquer les esprits n'est pas sûrement le type de contenu que je créerai dans 3 ou 4 ans. Donc il faut s'adapter en permanence pour avoir un impact, je pense. Et donc là, tu te situerais plutôt où? Derrière, dans l'avion, devant l'avion? Oh, bah, je pense que là, je suis plutôt entre légèrement devant, je pense. Légèrement devant. D'accord. Mais là, je sors Ok. d'un mois où dans l'équipe, le mois de novembre, j'ai appelé ça le mois We Structure. Donc, on a restructuré tous nos process. On a consolidé, We Consolidate, tu vois, c'est ce mois-ci. Et le mois prochain, c'est We Attack. Donc, attention. D'accord. Donc, non, là, Ok. non, on est un Et peu devant, là, heureusement. Et je profite des vacances pour bien et passer devant. super. Et si on était un peu plus loin, un peu plus loin, on faisait de la prospective, tu vois, sans faire de l'anticipation, mais de la prospective, ça pourrait ressembler à quoi une, euh, une entreprise avec à t'échouer à sa tête, là, ou avec ton associé? Oula, Dans 5 ans? Dans 5 à ans, tu quoi te ça vois où? ressemblerait en termes de type de business, je veux dire, ou l'architecture au quotidien? Bah, je sais pas, que- de quoi tu veux me parler? Qu'est-ce que tu te vois comment dans 5 ans? Ah, dans 5 ans, bah dans 5 ans, j'espère que c'est une très bonne question. Alors c'est un autre point qui est intéressant. C'est pendant ma carrière militaire, j'étais omnibilé par la plus haute qualification qui est celle de chef de patrouille. On aime bien dire que tant que t'es pas chef de patrouille, t'es rien. En fait, t'as même pas droit à la parole dans une unité de combat chez nous. Sauf que ça prend 10 à 12 ans d'être chef de patrouille. Donc j'ai pas vraiment profité du chemin. Parce que tant que t'étais pas chef de patrouille, en plus t'étais un peu sur un siège électable d'un point de vue carrière. Euh, donc j'ai eu une première carrière où j'étais omnubilé par la ligne d'arrivée et ça m'a fait perdre un petit peu le plaisir du chemin. Et dans Mhm. l'entrepreneuriat, là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que j'ai pas voulu reproduire ça justement. Et j'ai une petite idée d'où je veux aller, mais j'ai même envie de te dire, tu sais, avec le métaverse, avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde digital, je pense que le métier de la conférence, il va pas tarder à beaucoup évoluer. Et je pense que dans 5 ans, il y aura peut-être des choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Donc moi, l'objectif maintenant, c'est en fait, je profite du chemin énormément et j'ai énormément de plaisir au quotidien. Et c'est la grosse différence avec avant où je ne suis plus omnubilé par un chiffre ou autre. Ça, j'ai eu ça dans le sport de haut niveau, j'ai eu ça dans ma première carrière militaire. Et maintenant, j'essaie vraiment de profiter du chemin. Donc, bien sûr, pour la performance, faut un objectif. Pour être très clair, l'objectif, c'est qu'on puisse vivre et développer la boîte. Donc, c'est des objectifs en gros de finances. Mais pourquoi? Parce que d'un point de vue influence, on est largement au-dessus de ce que je m'étais fixé comme objectif déjà. Donc ça c'est bien. Et me fixer plus gros comme objectif d'un point de vue intellectuel, j'ai du mal parce que ça serait, tu vois, pour moi il y a un problème d'ego là-dedans. Moi je voulais 20 000 abonnés max, je suis à 115 000 et ça n'arrête pas d'augmenter. Donc je suis largement au-dessus, donc c'est que du plus. Et d'un point de vue conférence, on est sur un certain nombre de personnes impactées par le message. Et ce que j'aimerais, c'est réussir à développer plus ça. Maintenant, sous quelle forme? Bah, j'attends de voir la digitalisation où on nous emmène, parce que soit on va vers plus d'informatique et une très petite structure, soit on va vers plus d'humain
et une structure qui va grossir avec un concept. Donc là, j'ai pas encore, je sais pas exactement dans quelle direction va notre industrie, mais j'intellectualise et je prépare un peu les deux directions pour tout dire. Super, super. Donc pour le mot de la fin, que je voudrais te laisser, si tu avais tu vois, une de tes meilleures expériences que tu pouvais partager pour peut-être continuer à inspirer, enthousiasmer, donner envie. Oui, ça va être un petit peu militaire, mais pourquoi je prends l'exemple militaire? Parce qu'il y a une vraie dichotomie chez les militaires qui est qu'en fait, tu passes ta vie à te préparer très dur pour éventuellement un jour te retrouver dans une situation où tu vas devoir mettre en œuvre l'armement, faire ce pour quoi on t'a entraîné. En soi, tu veux pas le faire, mais c'est ta responsabilité. Et, et le jour où tu délivres cet armement, le jour où tu fais ça, eh bien, c'est d'une certaine manière le juge de paix de tout ce que tu as fait jusqu'à présent, et ça vient concrétiser vis-à-vis de toi et vis-à-vis des gens au sol si tu as été un imposteur pendant toutes ces années ou si tu es vraiment au niveau que tu vendais être pour être à ce poste. Et moi, je pense que c'était au combat face à des Marines américains qui étaient pris en embuscade où j'ai dû intervenir, localiser des snipers et les mettre hors d'état de nuire alors que mon équipier avait des soucis sur son avion. Donc j'étais vraiment tout seul pour faire ça. Et l'issue a été heureuse pour les forces de la coalition. Et je pense que ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, à mes yeux, ça a été, ok, depuis quasi 10 ans, tu t'entraînes pour une mission, tu occupes une place que quelqu'un d'autre occuperait si tu n'étais pas là. Et maintenant, eh bien, c'est le moment de prouver, en français, hein, que tu n'es pas un tocard. C'est-à-dire que tu mérites vraiment cette place, que tu es au niveau, et c'est vraiment 10 ans d'attente, j'ai envie de dire, pour savoir ce que tu vaux vraiment. C'est un peu ces fameux tests du feu. Alors j'avais fait d'autres missions avant, mais ce jour-là était très particulier parce que ça reposait vraiment à 100% sur mes épaules. Et je pense que ce que j'en ai retenu, c'est que le travail, ça paye, mais qu'on a vraiment conscience que ça paye le jour où on est challengé vraiment au plus haut niveau. Et on peut faire notre quotidien avec un travail minimum, c'est la règle des 80-20, tout se passe bien et tout, mais le jour où il y a vraiment besoin, le jour où tu es face à vraiment ça repose sur tes épaules, le jour où tu es pilote de ligne et qu'il y a une panne qui n'avait pas été intellectualisée par ton industrie, et là il faut prendre les bonnes réactions, et bien c'est celui qui a créé de la valeur en plus, qui est allé plus loin, qui a passé des soirées en plus à bosser, qui aura raison, qui gagnera cette compétition, qui gagnera ce combat-là, et malheureusement j'ai envie de dire, en tout cas pour les plus jeunes et tout, on se rend compte que le jour où on est vraiment confronté à ça. Donc il faut croire en la méthode, il faut croire, avoir conscience que la discipline et le travail ça paye. Maintenant, la dichotomie du truc, c'est que tant qu'on n'est pas vraiment challengé au plus haut niveau, eh ben celui qui a vraiment plus bossé, ça se voit pas. Donc c'est ça qui est un petit peu frustrant, je pense. Mais il faut croire en la méthode et créer de la valeur autant que possible chaque jour. Super, croire en la méthode et créer de la valeur chaque jour. Ok, merci pour ce super message. Je te souhaite une excellente journée et on se retrouvera nous tous la semaine prochaine avec un prochain invité, bien évidemment. À très bientôt. Je vous promets que ça va bouger, ça va rincer. Donc mettez vos cirés. Ciao. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.